Bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous avons effectivement le plaisir d'accueillir Éric Baraté, qui va nous parler de son livre Biographie animale. Et d'ailleurs, je m'empresse de vous dire que tout à l'heure, donc une libraire va venir et vous pourrez avoir quelques exemplaires dédicacés pour acheter le livre, et Éric Baraté vous le dédicacera. Donc notre invité d'aujourd'hui est professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Lyon, et c'est un spécialiste en histoire des animaux. Alors, quelques mots juste avant de lui laisser la parole sur ce livre que j'ai lu avec plaisir. En fait, c'est un peu étonnant parce que quelque part, il remet en cause la distinction entre l'homme et l'animal. Et donc, Éric nous en parlera mieux, mais en fait, ce sont des histoires d'animaux, mais racontées du point de vue de l'animal. Et pour cela, il y a un travail scientifique de recueil de données, de croisement de points de vue, mais aussi un travail littéraire, puisqu'il s'agit de faire ressentir ce que l'animal ressent. Donc c'est vraiment pas du tout le genre de livre où vous aurez un animal qu'un homme décrit, ou bien, comme parfois on peut le faire, un animal personnifié. C'est vraiment tout à fait autre chose. Donc on a la chance aujourd'hui d'avoir l'auteur pour nous raconter cela. Voilà, donc si Éric pouvait dire quelques mots. Merci. Oui, donc ce livre est le prolongement de premiers ouvrages depuis une dizaine d'années sur le côté animal de l'histoire. Je travaille depuis 30 ans sur l'histoire des relations entre les hommes et les animaux, mais j'avais fait jusqu'alors, comme tous mes collègues, on avait travaillé en fait sur les hommes. Comment les hommes parlent des animaux, comment ils les représentent, comment ils les utilisent. Et il y a une dizaine d'années, je me suis dit, mais c'est bien beau tout ça, mais on sait beaucoup de choses sur les hommes, mais finalement on ne sait rien sur les animaux. Et donc il faudrait reprendre les choses d'une autre manière et passer sur ce qu'on appelle maintenant le versant animal des choses, le côté animal. Pourquoi ? Parce qu'à la fois ces animaux sont intéressants. Pourquoi finalement faire des espèces de trous noirs et ne pas vraiment les regarder ? Donc ils sont intéressants, et puis en même temps ça permet finalement de mieux comprendre le côté humain. Si on travaille sur les relations entre les hommes et les animaux, si on ne tient pas les deux côtés, c'est hommes et animaux, si on ne tient pas les deux côtés, si on ne connaît que les hommes, eh bien on passe à travers plein de choses, et il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas. Et finalement, quand on regarde les documents historiques, mais aussi les documents actuels, on se rend compte qu'il y a plein de choses sur ces animaux, il y a plein d'indices que l'on peut utiliser, mais que jusqu'à présent, personne n'avait vraiment utilisé. Je vous donne un seul exemple. Dans un ouvrage précédent qui s'appelle « Le point de vue animal, une autre version de l'histoire », je parle des vaches laitières. Et j'avais trouvé le témoignage d'un vétérinaire à l'école vétérinaire de Lyon, à l'époque de la Révolution, les années 1790-1820. Et dans les années 1820, il a l'idée d'aller dans les campagnes des Monts du Lyonnais, au moment même, pour voir ce qui se passe dans les fermes, au moment même où les paysans des Monts du Lyonnais sont en train de convertir leurs vaches, qui étaient des vaches polyvalentes, comme dans la plupart des régions, c'est-à-dire des vaches qui étaient surtout là pour travailler, tirer la charrue ou la herse, tirer la charrette, donner un petit peu de lait, donner un veau de temps en temps, et puis en fin de vie, à 20-25 ans, donner un peu de viande. Et ces vaches, les paysans de l'époque sont en train de les transformer en vaches laitières, c'est-à-dire en vaches spécialisées à fournir du lait, et donc pour cela, à avoir un veau, ou au moins un veau chaque année, et à produire de plus en plus. Ce sont les vaches laitières que l'on connaît maintenant. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils voient très bien, en se promenant dans les fermes, ils voient très bien que les vaches résistent à cette conversion laitière. Elles se mettent, dès qu'on leur prend le veau, par exemple, elles se tarissent. Elles ont encore à l'époque la faculté, la volonté psychologique de se tarir. Elles se mettent en grève. Elles se mettent en grève. Une bonne vache laitière ne peut plus. Et même, c'est même pire, on a totalement inversé l'affaire. Les meilleures vaches laitières, les Primolstein, si vous laissez le veau à côté d'elles, elles sont perturbées. Elles ne savent plus quoi en faire.
On est au bout d'une évolution de sélection. On est arrivé exactement au contraire. À l'époque, c'est pas le cas. Et donc, elles résistent, elles se mettent en grève, elles trahissent leur lait. Et du coup, les paysans sont obligés d'adopter toute une série de ruses pour faire collaborer ces vaches. Doit soit mettre un veau pour 2 vaches, soit le veau tête d'un côté et puis le paysan trait de l'autre côté, soit on se met à donner des friandises aux vaches, etc. etc. Et donc on voit bien que les paysans sont obligés de tenir compte de ce point de vue de l'animal, de cette volonté animale. Donc c'est un texte, le texte de ce vétérinaire est tout à fait extraordinaire. On a peu de textes comme ça qui voient des choses en direct. Donc j'en parle dans ce livre et je reçois une lettre d'un professeur à l'école vétérinaire de Nantes, spécialisé dans la zootechnie, c'est-à-dire l'histoire de l'élevage et l'élevage. Et qui me dit, mais ce livre, je le connais très bien, je n'y ai jamais vu ce que vous nous racontez. Et donc il a fallu que je lui donne les pages. Et il est retourné voir et effectivement il y avait ce dont je me suis servi qu'il n'avait pas vu. Et donc tous ces indices côté animaux, c'est ce que je vous disais, il y en a dans les documents, mais jusqu'à présent on n'y faisait pas attention. On pensait que juste il n'y avait que le côté humain qui était intéressant. Et donc dans ce premier ouvrage je traite de groupes. Les vaches laitières, les chiens, les chevaux de mine, les taureaux de corrida, etc., etc. Et dans celui-ci, je suis passé aux individus. Alors pourquoi les individus ? Parce que les éthologues, depuis une trentaine d'années, les éthologues qui travaillent sur le comportement des animaux, les éthologues donc sont en train de comprendre tout l'intérêt des individus. Jusqu'au milieu du siècle, ils travaillaient sur les espèces et ils avaient l'impression que tous les individus d'une espèce étaient semblables. Et les éthologues du XXe siècle ont même renforcé cette idée. Vous avez par exemple un éthologue très célèbre qui s'appelle Karl Lorenz, peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Karl Lorenz a beaucoup insisté sur ce qu'il appelait la pulsion biologique, l'instinct. Pour lui, les comportements étaient mus par ces pulsions biologiques, par ces instincts. Et donc, d'un individu à l'autre, les chiens avaient tous le même instinct, les mêmes pulsions biologiques, donc se ressemblaient tous. Et ce n'est que depuis les années 60-70 que des premiers éthologues se sont mis à s'intéresser à des individus. Les 2 exemples les plus célèbres, c'est celui de Jane Goodall, lorsqu'elle est partie voir les chimpanzés en Afrique. Elle a voulu étudier la sociabilité des chimpanzés et pour comprendre cette sociabilité, elle a tout de suite compris qu'il fallait qu'elle connaisse les individus. Autrement, elle ne pouvait rien comprendre aux relations sociales et au pourquoi de ces relations sociales. Donc elle s'est mise à individualiser ces chimpanzés, à leur donner des noms, à essayer de bien les reconnaître physiquement, puis ensuite par les comportements. Et donc, elle a montré que l'individu devenait important. Ce matin, je ne sais plus, cette découverte importante au Japon, dans les années 50, où des éthologues ont vu en direct une femelle japonaise qui s'est mise à tremper sa patate douce dans l'eau salée et qui a trouvé comme ça que sa patate douce était meilleure. Et elle a transmis cela d'abord à sa famille, sa mère, et puis ça s'est diffusé. Les éthologues ont pu très bien montrer, ils l'ont étudié sur place, très bien montrer la diffusion de la découverte. Ce qui fait que maintenant, vous avez des macaques japonais qui trempent leur patate douce et d'autres qui ne la trempent pas. On a donc vu apparaître des traditions culinaires différentes. Et cette idée d'invention, eh bien maintenant, elle est devenue importante chez les éthologues. On sait que les animaux inventent beaucoup. Alors on le sait maintenant pour des espèces comme le chimpanzé, mais on le découvre dans plein d'autres espèces, les corbeaux, les mésanges, les baleines à bosse, etc., etc. Lorsqu'on se met à regarder individuellement les animaux, on s'aperçoit qu'il y a bien des différences individuelles et que certains inventent. Vous avez même maintenant des éthologues qui sont spécialisés dans l'invention, les animaux inventeurs.
et d'autres qui sont spécialisés dans la diffusion sociale des inventions. Pourquoi et comment une diffusion marche, une invention marche, c'est-à-dire qu'elle est reprise par tout le monde ou une partie du groupe, et pourquoi, à l'inverse, il y a des inventions qui ne marchent pas. Donc l'individu est devenu extrêmement important, à tel point que les éthologues hongrois, c'est une école d'éthologie extrêmement importante, les éthologues hongrois spécialisés dans l'étude des chiens considèrent maintenant que la seule unité vraiment intéressante, ça n'est plus l'espèce, c'est l'individu. Et cette école d'éthologie hongroise est vraiment la première du monde. La dernière découverte majeure, alors vraiment majeure, qui a été faite de leur côté, c'est il y a un peu plus d'1 an. Ils ont réussi à faire passer des chiens, mais des chiens lambda, pas des chiens extraordinaires, hyper intelligents, des chiens lambda dans des scanners, mais des chiens qui ne soient pas endormis. Donc il a fallu dresser le chien, ne pas prendre peur, à rester immobile. Un scanner, ça fait du bruit, pour certains, si vous l'avez utilisé. Donc à rester immobile. Et on s'est mis à leur parler. Et le but, c'était de voir comment fonctionnait le cerveau, de faire de l'image cérébrale. Et on s'est aperçu de 2 choses dont on se doutait, mais là, les preuves sont là, ce qui change évidemment tout. On s'est aperçu, que les chiens en question réagissaient, donc comprenaient en gros les intentions, les tonalités, même le sens de certains mots, des mots de plaisir ou de réprimande, etc. Ils ne faisaient pas travailler les mêmes régions du cerveau, donc ils interprétaient bien. Et deuxième découverte, c'est que ces régions du cerveau qui travaillaient sont les mêmes que celles qui travaillent chez l'homme dans les mêmes circonstances. Donc c'est devenu extrêmement important, cette idée d'individu. Et donc ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est qu'est-ce qu'un historien peut faire avec cette notion d'individu, mais un ethnologue ou un sociologue devrait pouvoir se poser les mêmes choses. Et en fait, l'idée, c'est de montrer, l'idée générale, c'est de montrer que contrairement à ce qu'on a longtemps cru, les animaux ne sont pas immuables. On a longtemps cru à l'instinct des animaux, et donc on a longtemps cru que depuis leur apparition, les animaux se comportaient, telle ou telle espèce se comportait de la même chose, de la même manière. Or, on est en train de découvrir que ça n'est pas le cas. Alors, les éthologues le découvrent en ce moment d'une manière géographique. Par exemple, on sait que chez les chimpanzés, il y a des cultures différentes d'un groupe à l'autre. Et pour maintenant, à peu près 150 traits culturels différents. Et on en découvre des traits culturels de plus en plus. Et donc, des groupes géographiques éloignés de 20, 30, 40, 50 km n'auront pas les mêmes traits de comportement. Et donc, on peut parler de culture animale. Maintenant, c'est quelque chose qui est devenu tout à fait commun. Donc, ce que voient les éthologues, ils le voient à l'échelle actuelle, les années 2000-2010. Ce que j'ai essayé de montrer, là, c'est qu'on peut le voir aussi dans l'histoire. Et qu'en fait, il y a une grande plasticité, une grande variabilité des animaux dans le temps et dans l'espace. Ce qui fait que le chien que l'on étudie actuellement, alors il y a des éthologues encore, les éthologues hongrois commencent à comprendre que c'est faux, mais vous avez encore beaucoup d'éthologues ou de vétérinaires qui, lorsqu'ils étudient le chien actuel, pensent qu'ils étudient le chien. Les découvertes qu'ils font, ça concerne le chien en tant qu'espèce. En fait, non, ça concerne le chien occidental du début du XXIe siècle. Et ce chien occidental du début du XXIe siècle, il ne se comporte pas comme le chien africain, par exemple au Maroc, ou il ne se comporte pas comme des chiens parmi les tribus indiennes du Brésil, ou dans d'autres civilisations, tout simplement parce que ces chiens ne sont pas dans le même environnement naturel et humain, et donc ils s'adaptent. Et cette plasticité, donc, elle n'est pas simplement géographique, elle est aussi dans le temps. Nos chiens actuels n'ont pas le même comportement, nos chiens de compagnie actuels n'ont pas le même comportement que la plupart des chiens du 19e siècle, qui n'étaient pas des chiens de compagnie, qui étaient plutôt des chiens errants,
ou des chiens vagabonds à la journée. On a retenu ça pour les chats, on parle de chats de gouttière qui se promènent. Et ben, il y avait beaucoup de chiens comme ça qui passaient un jour chez l'un, 8 jours chez l'autre, dans le village, qui se promenaient ou dans la rue. Ces chiens-là n'ont pas le comportement de nos chiens de compagnie. Ils se méfient beaucoup plus des hommes. Les hommes leur parlent très peu. Voire les violentent volontiers, donc il y a une crainte réciproque et donc des comportements tout à fait différents. Donc l'idée c'était ça, c'est de montrer qu'il y avait une grande variabilité, qu'on ne peut pas parler d'animaux immuables et que finalement on a une histoire, une géographie, une sociologie, une ethnologie des animaux comme on l'a pour les hommes. Et que ces disciplines, sociologie des animaux, histoire des animaux, ethnologie des animaux d'un continent à l'autre, eh bien, il faut les construire. Et là, les éthologues ne peuvent pas faire ça tout seuls. Un éthologue ne sait pas travailler dans les documents historiques, par exemple. Donc, ils ont besoin d'historiens, comme ils ont besoin de sociologues ou d'ethnologues, etc., etc. Alors, pour arriver à ce livre, j'ai pris une dizaine d'individus. Alors, des individus ayant vécu avec des hommes, parce que je me suis servi de documents humains. Alors évidemment, ça peut paraître paradoxal de se servir de documents humains pour essayer de retrouver le vécu d'animaux. C'est vrai, c'est non pas paradoxal, mais c'est difficile, enfin c'est un peu compliqué. Mais à réfléchir, les historiens ont toujours ce problème-là. Les historiens font par exemple des histoires des paysans au Moyen-Âge. Vous n'avez aucun texte du Moyen-Âge écrit par des paysans. Ils ne savaient pas écrire, donc vous n'en avez strictement aucun. Donc on est obligé de passer par des textes écrits par d'autres personnes issues de classes sociales qui ne sont pas de la paysannerie, donc avec des différences culturelles qui posent aussi problème. Ou par exemple les historiens qui travaillent sur les femmes dans l'Antiquité grecque, tous les textes, tous les documents disponibles sont écrits par des hommes. Donc on se retrouve avec ce même problème. Simplement, évidemment, la différence homme-animal est plus forte que la différence homme-femme, ça va de soi. Mais on n'est pas dans une différence de nature, oui. Quoique, mais on n'est pas dans une différence de nature, on est plus dans une différence de degré. Donc, alors, des documents... Alors, j'ai travaillé sur des documents humains, et maintenant, il va falloir s'habituer à travailler sur des documents animaux. Et il y en a, les géographes, les ethnologues sont en train d'en découvrir, les traces animales par exemple. Et puis il y a un véritable filon qui est en train d'arriver, c'est celui de la génétique. La génétique va être un véritable livre ouvert, à la fois pour l'histoire d'une espèce, mais aussi pour l'histoire d'individus, en travaillant donc sur des ossements. Il y a actuellement un généticien français qui a lancé un grand programme européen sur l'histoire du cheval. Donc il est en train de rassembler le maximum d'ossements complets. Il veut des cadavres complets de chevaux du plus loin dans l'Antiquité jusqu'à nos jours, jusqu'à la guerre de 14. Et puis ils vont, avec son équipe, faire les relevés ADN. Et l'idée, c'est de voir justement, dans cet ADN, les changements de comportement, mais aussi les changements de conditions de vie, les changements d'alimentation. Et la génétique peut aller très loin. La génétique est capable maintenant, pour un individu donné, de nous dire si dans le temps, l'animal a changé d'alimentation. Par exemple, changer de type d'herbe. S'il a changé pour un cheval de type d'herbe, c'est qu'il a changé d'endroit. Donc on peut quasiment ensuite refaire un itinéraire. Donc ce sont évidemment des documents que l'on n'a pas au niveau historique humain. On n'a pas ça dans les textes. Et là, ça va être un véritable livre ouvert. Et cette équipe-là est en train de refonder l'histoire de la domestication du cheval parce qu'elle trouve dans ses ossements, dans l'ADN, des informations que nous n'avons évidemment pas. Il n'y a pas de texte à l'époque de la domestication du cheval. Et on a peu de documents archéologiques. Donc ce sont des informations qui vont être absolument précieuses. Mais alors, ces traces animales... Je dirais que c'est le futur. Pour l'instant, on n'a que des traces humaines. Alors les traces que j'ai utilisées, eh bien, elles sont diverses. Ça peut être des documents écrits, ça peut être des photographies, des films.
par exemple un chimpanzé qui a été filmé par son maître dans les années 1930, un film en noir et blanc, eh bien on voit très bien ce qui se passe. À la fois c'est un film en grande partie de publicité, il veut faire croire que ce chimpanzé vit avec eux d'une manière tout à fait familiale, est presque devenu l'enfant de la famille. En fait, c'est pas vrai, le chimpanzé est à la cave dans une cage, puis on le sort de temps en temps. Mais justement, le film montre tous ces problèmes. On voit bien que le chimpanzé sait faire des choses, puis il y a d'autres choses qu'il ne sait pas faire. À un moment, on veut faire croire qu'on joue au ballon avec lui, ben, il ne sait pas attraper le ballon. Ce qui prouve bien qu'il n'a pas eu l'habitude. Et on arrive donc à repérer comme ça son vécu de son côté dans une famille américaine des années 30. Et ce film révèle beaucoup de choses. Donc des cartes postales, des films, des tableaux, des textes de naturalistes, des textes d'écrivains, ainsi de suite, ainsi de suite. Je sais pas si vous voulez. Plus compliqué, c'est vrai que pendant longtemps on a eu l'image de la domestication comme l'homme imposant un ordre à l'animal. Et dans le cas du chien, en réalité, on n'a pas de documents, donc on en est réduit aux hypothèses, mais il se peut qu'il y ait une double domestication. C'est-à-dire que c'est l'homme qui a domestiqué le loup, mais que le loup ait aussi domestiqué l'homme. C'est-à-dire que le loup se soit servi de l'homme pour rabattre, par exemple, le gibier. Et l'homme s'est servi du loup pour abattre le gibier. C'est-à-dire que l'utilité était dans les deux sens. Et ça maintenant, on pense que c'était beaucoup plus complexe que ça, parce que toutes les espèces d'animaux ne sont pas domesticables. Il y a eu plein de tentatives de domestication et il y en a eu plein qui ont échoué. Pour qu'un animal soit domestiqué, encore faut-il qu'il accepte de l'être. Et donc s'il accepte de l'être, c'est qu'il a tiré des bénéfices. Et donc dans le cas du chien, ça n'a pas été l'homme qui impose, ça a été du donnant-donnant. Et avec des apports mutuels. Et c'est ce que dit l'éthologie hongroise actuelle, c'est qu'il y a eu une espèce de coévolution à partir de la domestication, c'est-à-dire que deux espèces, les hommes et les chiens, se sont petit à petit rapprochés parce qu'ils se sont mis à vivre ensemble d'une manière assez proche. Et depuis au moins 40 000 ans et sans doute beaucoup plus. Maintenant, on parle de 70 000, 80 000 ans, donc ce qui est quand même très important. Et ça a permis à ces deux espèces de se rapprocher et finalement de se comprendre, mais en même temps, la relation n'est pas à sens unique. La relation de l'homme et du chien, ou des hommes et des chiens, c'est pas les hommes en direction des chiens. Ça va dans les deux sens. Et on le voit bien justement, par exemple, dans ce livre où j'étudie 4 générations de chiens au 19e, 20e siècle. Eh bien, la relation entre les hommes et les chiens, par exemple à l'époque de Bummer et Lazarus. Bummer et Lazarus, ce sont 2 chiens errants qui vivaient à San Francisco, qui sont devenus les mascottes à San Francisco à l'époque. Et on a des textes sur eux, on a notamment une 50aine d'articles de presse. Donc dans ces articles de presse, on arrive à reconstituer la manière dont Bummer et Lazarus se comportent. Et on voit très bien aussi comment les hommes se comportent. Et les deux sont en symbiose et rejaillissent l'une sur l'autre. Si les hommes sont violents, les chiens deviennent craintifs et peuvent devenir méchants, et inversement. Donc on a une espèce de va-et-vient comme ça, sans arrêt. Et pour revenir sur ces chiens, on voit très bien comment, au XIXe siècle, il vient à l'idée de très peu de personnes de parler à son chien. Vous avez par exemple l'exemple de Thomas Mann, que j'utilise là-dedans. Thomas Mann a un chien de compagnie, mais qui vit au jardin. La nuit, il est dehors. La journée, il n'est pas souvent avec Thomas Mann. Thomas Mann s'en sert surtout pour se promener le soir, une demi-heure, 1 heure par jour. Ils vont se promener ensemble. Et donc, il parle très peu à son chien, de la même manière d'ailleurs qu'il parle très peu à ses enfants. Les souvenirs de ses enfants qui ont été publiés, les enfants racontent bien qu'ils voyaient leur père le soir, uniquement au dîner du soir, et les enfants parlaient à table que si on leur donnait la parole.
Hein, beaucoup de personnes âgées l'ont connu, ça, hein, où on n'intervenait pas à table n'importe comment. Il fallait demander l'autorisation, etc. Donc, si on parlait relativement peu à ses enfants, on n'allait pas parler à son chien. Hein. Et donc, la relation était totalement différente. C'est comme jouer avec son chien. Hein, c'est quelque chose maintenant qui peut paraître normal à un propriétaire de chien. On voit même apparaître ça maintenant pour les chats. Les propriétaires veulent que les chats soient des chats joueurs, alors qu'autrefois, ça n'était pas du tout le cas. Hein. Et donc, tout ça, ça modifie les choses. Ça modifie les attitudes des maîtres et ça modifie les attitudes des chiens qui, petit à petit, s'adaptent les uns par rapport aux autres. Hein. Alors, évidemment, ça passe aussi par des sélection du chien, mais aussi sélection du maître, parce que si le maître n'est pas adapté, le chien sera malheureux, ou il va fuguer, il va s'enfuir, etc., ou il ne conviendra pas au maître qui va l'abandonner. Il y a souvent comme ça des problèmes d'interaction, entre guillemets. Et alors, cette idée de parler à son chien, par exemple, a été souvent moquée, parce qu'autrefois on ne le faisait pas. Et on a souvent tendance à dire c'est le langage des mémères à chiens ou des mémères à chats. Et ça a été étudié par les éthologues, notamment l'école d'éthologie hongroise, et qui a montré que avec ce parler, qui est un parler très particulier, où on parle dans l'aigu, avec des mots très ciblés, un langage assez, restreint, comme on fait à nos jeunes enfants, aux bébés, eh bien, les chiens comprennent mieux. Hein, ils comprennent mieux ce qu'on leur raconte si on leur parle comme ça que si on leur parle normalement. Autrement dit, on voit bien que les hommes n'ont pas adopté, les hommes qui se sont mis à parler à leurs chiens au XXe siècle, n'ont pas adopté cette manière de parler parce qu'ils sont gagas. Ils l'ont adopté tout simplement parce que les maîtres, soit les femmes, les hommes, ont compris que ça marchait mieux. Il y avait une adéquation. Il y avait une adéquation. Alors, la dame d'abord et ensuite David. Oh, excusez-moi. Oui, est-ce qu'on peut insister aussi sur le fait, penser qu'en tout cas qu'il y a un rôle important, surtout du chien, sur l'évolution culturelle de l'homme, en particulier sur la domestication, la sédentarisation, le fait que des animaux soient gardés et que c'est un partenaire de chasse, c'est un partenaire de garde, c'est un partenaire de guerre. Alors, c'est vrai, le problème, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne sait pas bien pourquoi le chien a été domestiqué, hein, ou le loup plutôt a été domestiqué. Est-ce que c'est pour la chasse? Est-ce que c'est pour les détritus autour de soi? On n'en sait rien, on n'a pas de preuves. Hein. Alors peut-être qu'en travaillant sur la génétique, qui est un nouveau domaine, on va peut-être le comprendre cela, mais pour l'instant on ne sait pas bien. Et ces motivations, là aussi, ont évolué dans le temps. Les Gaulois, par exemple, avant la conquête romaine, la plupart il y a des chiens avec les Gaulois, c'est pour pouvoir les manger et en faire des tapis. Hein, c'est pas pour être chien de compagnie. Il y a quelques chiens de chasse. Ces chiens de chasse peuvent être des chiens favoris, mais la plupart sont plutôt soit des chiens éboueurs dans les villages, soit des chiens des gardes-manger. Hein, alors évidemment, ça ne donne pas du tout la même relation entre les hommes et entre les chiens. Et donc tout ça change beaucoup avec le temps. Hein, les Romains vont imposer, par exemple, de ne plus manger le chien en Gaule, parce que les Romains ont une vision plus proche de notre chien de compagnie. Mais ensuite, cette idée de ne pas manger le chien, elle va être reprise par le christianisme, non pas parce que le christianisme accepte le chien de compagnie, au contraire, il n'aime pas trop ça, mais parce que on considère dans la Bible le chien est un animal impur. Hein, donc ne pas le manger, il vaut mieux. Hein. Donc tout ça varie beaucoup et il y a toujours des adaptations, effectivement. Je trouve que c'est un petit peu biaisé au niveau du chien. Ça me fait penser à une expérience très connue en Russie avec des renards. Oui. Vous savez, et là, du coup, donc il y a une sélection, sachant que les renards qui avaient les oreilles cassées basses étaient beaucoup plus dociles que ceux qui avaient les oreilles tendues. Donc ils les ont fait croiser avec tous ces autres renards pour arriver, en fait,
à des nouveaux individus qui étaient beaucoup plus dociles. Et en fait, l'homme, on parlait d'espèces, mais l'homme, c'est plus de l'espèce, c'est des races. C'est-à-dire que l'homme, en fin de compte, se permet de s'amuser à faire des croisements pour justement trouver le caractère qu'il lui faut. On n'est plus vraiment dans une espèce qui va se moduler par rapport à d'autres individus parce qu'on vit en symbiose, mais là, on va carrément avoir une espèce supérieure, c'est-à-dire nous, par exemple, où on va un petit peu trafiquer pour avoir en fait le comportement que l'homme veut bien de l'animal avec qui il va être. Voilà, et c'est un peu biaisé, je trouve, là-dessus. Enfin, oui, mais en fait, on s'est rendu compte maintenant que la sélection n'est pas suffisante. Hein, si on ne faisait que de la sélection, ça n'est pas suffisant. Il y a aussi de l'éducation. Hein, et que sélection sans éducation, ça ne marche pas. Ou éducation sans sélection, ça ne marche pas non plus. Hein, alors, de nos jours, dans le cas des renards, le but de ce savant, c'était de montrer qu'on pouvait avoir une modification des allures et des comportements assez rapidement au bout de quelques générations. Hein, il a fait en accéléré ce qu'on a fait dans la domestication réelle, où là on l'a fait beaucoup plus lentement. Hein, et puis parce qu'il savait où il fallait aller aussi. Hein, alors que les gens de l'époque ne savaient pas forcément, quand ils se sont mis à travailler avec les loups, ils ne savaient pas forcément qu'ils auraient des chiens à la fin. Hein. C'est plus... il n'y a pas de programme. Hein. Il n'avait pas le... Tiens, on va créer une vache, par exemple. Hein. Et donc, on sait maintenant que c'est effectivement sélection pour arriver à avoir plus de bons tempéraments en pourcentage dans la population de chiens ou de renards, etc., ou de vaches. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi une éducation. Hein, ça s'est bien vu, notamment pendant la guerre de 14. Les Anglais ont très bien vu ça, où pour utiliser les chiens pendant la guerre, il y avait une première sélection, ils faisaient eux-mêmes de première sélection des chiens qu'ils recevaient, et en fonction de leur race ou en fonction de leur tempérament, le chien était plus débrouillard pour faire telle action. Mais même s'il était débrouillard pour faire telle action, il fallait une éducation supplémentaire pour qu'il développe vraiment ses capacités. Hein. Et on voit très bien maintenant avec le chat. On voit très bien comment on a eu finalement assez rapidement 2 siècles, 3 phases avec le chat. Le chat de ferme, à qui on ne donnait aucun nom, qu'on rudoyait très volontiers, qu'on ne nourrissait pas et qui était là, qu'on tolérait pour qu'il mange les rongeurs. Ensuite, il y a eu le chat de compagnie, et notamment au XIXe siècle, ce sont les romantiques qui inventent le chat indépendant, le chat de salon, mais le chat d'atelier, le chat de bureau, mais indépendant. Et les romantiques, en fait, veulent un chat qui soit à leur image. C'est-à-dire un chat indépendant vis-à-vis de l'homme, comme eux-mêmes se pensent en tant qu'écrivains artistes, indépendants vis-à-vis de la société. Voire, ils aiment bien les chats ingrats, les chats... C'est un peu leur portrait. Et donc, on va sélectionner des animaux qui sont plus adaptés à ça. Et de nos jours, on voit bien comment apparaît, pas trop encore en France, mais dans les pays anglo-saxons, c'est en train de se développer d'une manière très forte, ce que j'appelle les chats-chiens. C'est-à-dire qu'on est en train de demander aux chats des choses qu'on a demandé à nos chiens, en gros, au XXe siècle. On leur a demandé de devenir des chiens de compagnie, des chiens solliciteurs, joueurs, etc., etc. Eh bien, maintenant, beaucoup de gens ne veulent plus d'un chat qui ronronne sur le canapé. Ils veulent un chat solliciteur qui amène son jouet, qui va montrer qu'il veut jouer, etc., etc. Et des chats qu'on va se mettre à promener en laisse, pour ne pas les laisser partir, fuguer, etc. La mode, je pense que c'est plus fort qu'une mode. Le changement est arrivé, on le voit très bien en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis. On le voit très bien dans les films postés sur YouTube ou sur les vidéos animalières dans les chaînes. On voit ça sur certaines chaînes télé. Il y a des émissions comme ça de petits films animaliers. On voit bien qu'on est en train de créer des chats nouveaux. Alors on les crée comment ? À la fois par une sélection qui ne se dit pas, parce que l'éleveur ou le vendeur de chats dans une animalerie, il va très vite voir qu'est-ce que veulent les gens. Les gens vont arriver en disant « je veux un chat joueur, je veux pas un chat qui dort sur mon canapé ». Donc évidemment, il va répercuter ça à l'éleveur et l'éleveur va sélectionner, il va très vite repérer les tempéraments adaptés à ça, il va
il va faire les reproductions avec ces animaux-là. Et ceux qui ne le sont pas, ils seront mis de côté, ils n'auront plus droit à la reproduction. Mais on fait ça depuis la domestication. Et donc il y a une première sélection, mais cette première sélection, ça veut dire que ça va donner des tempéraments adaptés, mais encore faut-il qu'il y ait aussi ensuite la relation avec l'homme. C'est-à-dire qu'il y ait bien sollicitation des deux côtés, sinon ça ne marchera pas. La sélection prépare le terrain, mais ensuite il faut aller plus loin. Merci. On parlait tout à l'heure de Konrad Lorenz. Il a reçu le prix Nobel en 1973 en même temps que Karl von Frisch. Et sur les abeilles qui sont domestiquées depuis 7000 ans, on n'a pas l'impression qu'on fasse des progrès terribles. Cet après-midi, j'ai essayé de vacciner les miennes, je suis parti en courant. Alors qu'en est-il des abeilles ? Alors, il est bien évident que, ce processus d'adaptation et d'évolution des comportements varie d'une espèce à l'autre. Et il est bien évident qu'il est plus fort avec les espèces proches de nous. Puisqu'il ne faut pas penser la nature, le monde animal comme une pyramide avec l'homme au centre. C'est le schéma que l'on a pensé depuis la philosophie grecque et le christianisme. Le schéma plus adapté, ça ne veut pas dire que c'est le schéma exact, mais plus adapté, c'est plutôt celui de l'arbre. Et l'homme étant sur une branche, avec d'autres espèces animales, et puis sur d'autres branches, il y a d'autres espèces animales. Alors il est évident qu'il est plus proche, il comprend mieux les espèces qui sont sur sa branche, ou sur les branches voisines, et qu'il aura plus de mal à comprendre d'autres animaux. Il n'empêche que même avec ces animaux comme les abeilles, etc., si on regarde dans l'histoire, on s'aperçoit qu'il y a des changements dans les comportements des hommes, par exemple, vis-à-vis des abeilles, et changements des abeilles elles-mêmes. Il n'y a pas très longtemps, je travaillais avec une dame qui avait fait son travail sur la genette. Et la genette, donc cette dame a travaillé sur des textes du Moyen-Âge en disant que les textes du Moyen-Âge disent qu'à l'époque, la genèse est un animal diurne, vit le jour. Elle est allée voir les textes des éthologues et des zoologistes actuels qui disent que la genèse est un animal nocturne. Et elle, elle fait confiance aux zoologues, elle dit, tiens, les gens du Moyen-Âge, ils n'ont rien compris, ils se sont trompés, ils n'ont pas vu la genette. C'est pas ça, c'est qu'en fait, la genette s'est adaptée, c'est un animal qui a été beaucoup chassé pour sa fourrure, elle s'est adaptée à cette pression environnementale. Et donc, elle a totalement changé son mode de vie. Elle est passée d'animal diurne à animal nocturne. C'est un changement de comportement considérable. Ça veut dire une adaptation de l'ouïe, de la vue, etc., extrêmement, extrêmement profonde. Pour vous donner un autre exemple, ce sont les loups. Un ethnologue a travaillé au Kyrgyzstan dans les années 2000 et il a vu en 10-15 ans les campagnes du Kyrgyzstan changer, puisqu'il y a eu la décollectivisation avec la fin du régime communiste. Les campagnes ont changé, il y a eu le développement de la propriété privée, et donc le milieu a changé. Eh bien, il a vu les loups s'adapter à cela en une quinzaine d'années. Et il a vu notamment les meutes se fractionner pour mieux s'adapter au changement d'environnement. Les meutes se sont fractionnées au niveau de la famille nucléaire, les parents, les enfants, parce que c'était plus adapté pour trouver les proies, pour être moins embêté par l'homme, etc. en 15 ans. Donc vous voyez, ce sont des choses auxquelles on ne penserait pas, mais ces adaptations, alors évidemment, encore quoique, on dit par exemple que le crocodile n'a pas guère varié dans son allure et son comportement, ça sera encore à voir. Je crois que de toute façon, plus on regarde et plus on s'aperçoit qu'en réalité, ces animaux changent. Et c'est normal de toute façon. L'évolution même, pour qu'un animal puisse survivre et évoluer, il faut qu'il s'adapte au changement de l'environnement. Or, on sait très bien que la Terre évolue. Il suffit de voir maintenant le réchauffement climatique. Les animaux qui n'arriveront pas à s'adapter, ils vont disparaître.
Donc la capacité d'adaptation, elle est importante pour toutes les espèces. Une question au sujet de la vision que nous, on a, humains, et de notre comportement par rapport à des animaux intelligents, ou qu'on considère maintenant, dont on s'aperçoit qu'ils sont intelligents, notamment, je pense aux cochons. Puisqu'on dit qu'il a des capacités cognitives supérieures à celles d'un chien et qu'il arrive facilement aux capacités cognitives d'un enfant de 3-4 ans. Ça pose une question par rapport à ce qu'on en fait. Oui, alors on découvre effectivement de plus en plus ces capacités cognitives des animaux, hein, alors que jusqu'à présent, on ne voulait pas le voir. Même les éthologues du XXe siècle se sont littéralement interdits, jusqu'aux années 80, ils se sont littéralement interdits de parler de cognition, d'intelligence, en se disant si on peut expliquer un phénomène, un comportement par autre chose que l'intelligence, par quelque chose de plus simple, eh bien il vaut mieux l'expliquer par quelque chose de plus simple que par l'intelligence. On se rend compte maintenant que c'était avant tout une prise de position idéologique et que c'était une volonté de ne pas voir. Et en fait, quand on veut voir, là aussi on découvre les dauphins, les baleines, les corbeaux, très intelligents aussi, les pies, on pourrait multiplier. Et en fait, on découvre de l'intelligence chez les poissons, etc. On en découvre de plus en plus, simplement il faut être à l'écoute. Alors ça n'est pas évident non plus d'être à l'écoute. On arrive plus facilement à découvrir l'intelligence du chimpanzé que l'intelligence de l'escargot. Parce que le monde de l'escargot est très différent du nôtre. Hein. Mais, alors ça se fait par erreur, par adaptation. Hein. Je racontais tout à l'heure, mais je peux le reprendre, le cas de la girafe. Lorsque la girafe de 1827 arrive à Marseille et va faire son chemin sur Paris, personne en Occident n'a vu de girafe depuis à peu près 2000 ans, depuis l'Empire romain. Donc c'est un véritable enthousiasme, les gens se précipitent, comme si on promenait un martien de nos jours dans les rues de Saint-Étienne. Et évidemment, on voit un animal qu'on n'avait jamais vu. Et ce qu'on vient voir, c'est pas une dépouille. Ce qu'on vient voir, c'est un animal vivant. C'est ça qui importe. Si on avait promené une girafe empaillée sur des roulettes, ça aurait peut-être attiré, mais pas énormément. Donc ce qu'on veut voir, c'est l'animal. Et on se rend bien compte qu'on commence par des erreurs. Par exemple, on l'amène dans un pré, et un pré à l'époque, c'est quelque chose de très rare. La plupart des terres sont en culture, en céréales, puisqu'on mange beaucoup de pain du côté des hommes. Il y a très peu de prés, on envoie plutôt les animaux dans les forêts. Et une vache autour de Marseille, vers 1827, elle se damnerait pour avoir un pré. Hein. Elle est condamnée à manger des feuilles mortes, à aller dans les forêts, etc. Donc on l'emmène là, cette girafe, et elle n'en veut pas. Elle ne veut pas d'herbe. Pourquoi ? Alors là, les gens de l'époque ne comprennent pas, parce que ça demanderait qu'elle se baisse, qu'elle écarte les jambes de devant, qu'elle se baisse. Or, c'est la position, on sait maintenant, c'est la position la plus dangereuse pour une girafe, puisque c'est le moment où les prédateurs les attaquent, ils les attaquent au cou. Ce qui fait que les girafes, notamment les femelles, ne mangent jamais d'herbe par terre, et lorsqu'elles doivent boire, elles boivent en quelques secondes, mais très rapidement. Elles peuvent boire en quelques secondes 20, 30, 50 litres, très très rapidement, et ça leur suffit pour 2-3 jours. Elles limitent au maximum. Et là, au contraire, que ce soit à Marseille, puis à Aix, puis à Lyon, etc., ou à Paris, sans arrêt, on lui propose des branches d'arbres, des fleurs par terre, parce qu'on veut la voir se baisser. Donc on voit bien là l'incompréhension entre les deux. Hein. Ou à un autre moment dans Aix, il y a tellement de monde, ce sont les petites rues de Aix médiévales, à l'époque, c'est pas encore le Aix du 19e siècle avec des grandes rues. Donc les gens sont le long des portes, ils sont au premier étage, ils voient passer la girafe, ils se mettent à crier, à hurler, ils sont enthousiasmés, mais pour elle c'est un énorme stress. Et donc elle prend la position des girafes lorsqu'elles se sentent en danger, c'est-à-dire qu'elle serait dit, elle lève la tête très droite, le cou très droit, le plus haut possible, pour pouvoir voir le plus loin possible, hein, pour voir d'où vient le danger. Et les gens de l'époque interprètent ça comme une position de majesté. Hein, donc c'est une erreur complète. Donc on a beaucoup de mal, mais en même temps, petit à petit, on le voit dans ce voyage, les hommes arrivent à comprendre des choses, de la même manière que la girafe s'adapte à certaines choses.
Et donc, il y a des fois où ça marche, comme là, puis il y a des fois où ça ne marche pas. À la même époque, une girafe qui est envoyée au roi d'Angleterre, eh bien, elle n'a pas le même tempérament. Celle-ci que j'évoque là, a un tempérament relativement joyeux. Elle arrive à dépasser, par exemple, la séparation avec la mère. Donc ça, c'est un trait de tempérament individuel. Elle survit. Elle ne meurt qu'en 1845. La girafe anglaise, si on peut l'appeler comme ça, elle meurt à Malte, très vite, de dépérissement, comme la plupart des animaux de zoo qui sont amenés à l'époque. Pardon, 80% à peu près des animaux de zoo à l'époque meurent dans l'année qui suit leur arrivée. Donc parce qu'ils ne s'adaptent pas, ils dépérissent, ils tombent en dépression, tout simplement. Donc ça n'est pas évident non plus de... alors, il y a à la fois la difficulté à comprendre le monde des autres, puis il y a eu longtemps le refus de notre part de parler d'intelligence, parce qu'évidemment, nous vivons sur l'exploitation du monde animal. Soit par le travail très longtemps, les chevaux, les ânes, les vaches, etc., ou maintenant par la chair. Alors, on a maintenant tendance à croire qu'on a toujours mangé de la viande, mais jusqu'au 19e siècle, en Occident, on mange très peu de viande. En Chine, le 2e millénaire après Jésus-Christ, la Chine est un pays de végétariens. En Occident, la plupart des gens mangent très très peu de viande. Et donc, ça n'est qu'au XXe siècle qu'il y a eu une véritable explosion de la consommation de viande, où on s'est mis à croire que c'était normal, naturel, évident, etc., etc. Et évidemment, avec cette forme d'utilisation des animaux, on n'a pas intérêt à les dire intelligents. Ou pendant longtemps aussi, on a refusé l'idée qu'ils souffrent. Il suffit de penser à la théorie de Descartes, l'animal-machine. Et Descartes dit bien dans une lettre, pas dans le discours de la méthode, mais dans une lettre, l'intérêt de mon système, c'est qu'on n'a plus à avoir de remords lorsqu'on bat ou lorsqu'on tue un animal, puisqu'il ne souffre pas. Et cette souffrance, on l'a découvert, on l'a pas découverte. Et en fait, le curé Mélier, je vais vous parler du curé Mélier, c'est un curé qui vit au début du XVIIIe siècle, en Lorraine. Il a passé toute sa vie dans la même paroisse, il ne croyait pas en Dieu. Mais ça ne l'a pas empêché d'être curé et de dire la messe tous les dimanches, même tous les jours. Mais on le sait parce qu'il a il a écrit ses mémoires, un journal secret qui a été publié bien après. Il ne croit pas en Dieu. Et un jour, il a l'idée, il est très instruit, il a l'idée de parler en sermon, il a l'idée de parler à ses paysans de la théorie de l'animal-machine de Descartes. Et il raconte, je leur en parle, et je vois tous mes paysans écroulés sur leurs chaises, rigolant, parce que pour eux, qui ont des vaches, des moutons, ils savent très bien que les animaux souffrent, et ils savent très bien ils connaissent des émotions, et qu'il y a des individus, qu'une vache n'est pas une autre vache. Alors ça les fait évidemment rire. Mais jusqu'à peu, cette question de la douleur, on était incapable de la départager, il n'y avait aucune preuve. Et le grand tournant depuis les années 90, c'est que maintenant on peut mesurer la douleur. Parce qu'un animal qui souffre, c'est comme un homme, va sécréter des substances, soit des substances qui sont dues à la douleur, soit des substances de réaction pour aider à supporter la douleur. Et donc, il suffit ensuite de faire une analyse de prise de sang ou d'autres analyses de tissu, et on découvre ces substances. Et donc, on peut montrer la douleur. Il y a un exemple très intéressant, c'est la corrida. Dans les années 90, il y a des aficionados du sud de la France qui ont voulu, justement, ils ont cru, mal leur en a pris, qu'on arriverait à trancher la question, et donc ils ont financé des études auprès de biologistes en disant, pour eux, c'était « montrez-nous que l'animal, le taureau, souffre bien moins que les hommes ». Manque de chance, les biologistes ont montré qu'il y avait bel et bien preuve de souffrance, et maintenant, il n'est plus crédible scientifiquement de soutenir qu'un taureau de corrida ne souffre pas. Donc ça change évidemment totalement le rapport, mais enfin ça a 20 ans. Ça change quand même. Moi, je suis quand même frappé, ne serait-ce que ça, par le développement du végétarisme depuis une quinzaine d'années en Occident.
c'est absolument considérable. Et maintenant, on le voit réapparaître en Chine. Dans les milieux urbains chinois, les milieux éduqués, il y a un retour au bouddhisme et au végétarisme. Alors là, c'est pas pour les animaux, c'est retour au bouddhisme par tradition chinoise. Bon, bah, je vais la poser alors. Quand on lit ce livre, donc biographie animale, que je vous conseille, qui est intéressant, donc aux éditions du Seuil, on s'aperçoit que pour faire ce travail-là, il faut non seulement recueillir des documents, les analyser, essayer de se mettre du point de vue de l'animal, etc., mais il faut aussi avoir une culture scientifique sur les récepteurs sensoriels des animaux. Par exemple, quand vous parlez du taureau Islero qui a tué donc Manolete, bon, il avait un problème visuel que tout le monde n'a pas bien interprété. Donc il faut aussi avoir une connaissance sur la façon dont les animaux perçoivent le monde. Donc c'est tout un travail complètement différent, à la fois de recueil de données, de compréhension des mécanismes de perception des animaux. Ça paraît tellement difficile. Comment est-ce qu'on fait pour, une fois que vous avez écrit un chapitre, pour être sûr de son coup, je veux dire par là, d'être sûr qu'on n'a rien manqué, parce que vous n'êtes pas un animal, que je sache, enfin en tout cas. Si, je suis un homme. Oui, vous êtes, voilà, un homo sapiens. Donc comment est-ce que vous pouvez être sûr que vous n'avez rien manqué? Ah ben, je suis pas sûr du tout. Alors, en fait, il y a 3 niveaux. Il y a un, je vous en parlais tout à l'heure, donc les documents d'une époque. Ces documents, faut les lire. Donc, faut aller chercher les indices, comme par exemple cette histoire de la girafe, où à un moment, Geoffroy Saint-Hilaire dit, bah tiens, elle se tient majestueuse, mais il dit pas que ça, elle se tient majestueuse. Il décrit bien comment elle se tient. Alors, ces documents, ces indices, il faut les comparer avec ce que racontent les éthologues actuels, par exemple sur les girafes, sur les chiens, sur les chimpanzés, etc. Alors là, on est dépendant de ce que nous disent les éthologues actuels. Les éthologues actuels savent des choses, mais il y a plein d'autres choses qu'ils ne savent pas. Donc on est dépendant de ça. Donc on a une double dépendance, et ce qui fait que... mais c'est ça l'approche scientifique, on n'est jamais sûr de soi. À la fois par les documents, on peut se dire qu'on ne voit, par exemple pour la girafe ou pour le taureau Islero, on ne voit peut-être que 20 ou 30% de ce qu'a vécu l'animal, mais c'est toujours mieux que rien. Et puis, on est aussi dépendant de l'éthologie actuelle. Si on ne sait pas grand-chose en matière d'éthologie, on aura du mal à interpréter ces documents. Donc il y a une double dépendance, mais on peut penser, c'est pas une science figée, on peut penser que dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, on pourra encore mieux analyser les documents que l'on a. C'est une espèce de science en progrès. L'histoire évolue, progresse, l'éthologie progresse. Donc évidemment, on n'est sûr de rien. Il faut rester très modeste. Ce sont des comment dire. Alors il y a des choses qu'on voit, par exemple, vous parliez du taureau Islero. Ce taureau Islero, lorsqu'il rentre dans l'arène, d'abord c'est un taureau peureux, donc il se met au centre de l'arène puis il veut plus bouger. Et puis les hommes vont avoir beaucoup de mal à le faire charger parce qu'il ne veut pas combattre. Beaucoup de taureaux ne veulent pas combattre. Et puis quand il se met à charger, vraiment en dépit de... Parce que pour lui, c'est pas être agressif que charger, c'est repousser le danger hors de son terrain. Le taureau se met au milieu, pardon, il considère que c'est son terrain, et donc autour, il accepte bien les hommes, mais si les hommes restent au loin. Dès qu'ils se mettent à approcher, ça veut dire danger pour lui, donc il va se mettre à charger, non pas par méchanceté, mais pour repousser le danger. Et quand il se met à charger, tout de suite, le Manolete, le torero et son équipe se rendent compte que c'est un taureau presbyte. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il arrive près de l'obstacle, que ce soit la cape, le cheval, l'homme, il se met à taper dans tous les sens. Tout simplement parce qu'il tombe dans le brouillard. On sait maintenant qu'il y a des taureaux myopes
et des taureaux presbytes. Ça a été découvert aussi pour les bonobos. Il y a sans doute beaucoup d'espèces qui ont ce problème de vue. Il n'y a pas évidemment que les hommes. Et donc ça en fait un taureau très dangereux. Un bon taureau pour un torero, c'est un taureau qui va tout droit, qui est prévisible. Donc on peut se mettre de côté, on peut mettre la cape sur le devant et on sait que le taureau va faire comme ça. Si vous voyez arriver un taureau qui peut encorner à gauche, encorner à droite, encorner par-dessus, vous ne savez plus où est-ce qu'il faut vous mettre. Donc Manolette va décider de le faire châtier, c'est le vocabulaire de la corrida. Il va le faire châtier à la cape, à la pique, il est profondément piqué, et pour l'affaiblir au maximum. Donc on voit bien que là il y a des lectures différentes, mais le torero voit des choses du côté du taureau. Il ne connaît pas tout du taureau, mais il voit quand même des choses. Oui, dans votre livre, on voit bien que Manolete a compris le problème de vision du taureau. Tout à fait. Tout à fait. Alors en même temps, il fait une erreur. Il le fait tellement châtier qu'au bout d'un moment, on voit bien avec les photos dont on dispose qu'il y a des phases de résistance de l'animal, puis des phases d'affaiblissement, puis de résistance, jusqu'à l'affaiblissement final. Et à l'affaiblissement final, on a une photo où on voit Manolette qui s'approche et qui tient la corne du taureau avec la main. Alors, ovation du public, qu'est-ce qu'il est courageux, téméraire, etc. Manolette ne fait pas ça par témérité. Il vient simplement vérifier que le taureau ne bougera plus. Et effectivement, quand il tient, parce que les cornes sont extrêmement sensibles, les cornes des taureaux. Donc un taureau qui n'est pas à la fin va réagir. Donc là, il ne réagit pas. Et du coup, Manolette va faire une faute au moment de l'estocade. On a une photo de l'estocade qui montre qu'il enfonce très lentement parce qu'il croit qu'il a le temps et très profondément l'épée parce qu'il pense que le taureau ne va pas réagir. Et en même temps, il garde sa cape devant lui. Alors que normalement, il fait une faute professionnelle, normalement il devrait la mettre de côté, au cas où le taureau réagisse, que le taureau tape dans la cape sur le côté. Et il la laisse devant lui, tellement certain que le taureau ne réagira pas, et manque de chance, comme il enfonce très profondément l'épée et très lentement, le taureau a le temps de souffrir et de sentir la souffrance. Et donc il remonte la tête, et en remontant la tête, il encorne Manolette, il le soulève, Manolette retombe dessus, se réencorne une deuxième fois. Et en fait, là, on voit bien comment, à la fois, il avait compris en partie le taureau et en même temps, il s'est trompé. Donc, c'est tout ça qu'il faut montrer. Et puis, il y a une troisième difficulté, donc la difficulté des documents, la difficulté de l'analyse avec l'éthologie. C'est pas une difficulté. Le troisième niveau qui se pose obligatoirement, c'est comment écrit-on quand on veut écrire du côté des animaux. C'est pas évident. On a un vocabulaire qui nous semble logique, qui nous semble normal, mais qui en fait est toujours orienté du côté de l'homme. Si on veut dire par exemple un animal est battu, on va dire l'animal est battu. Mais si on dit l'animal est battu, vous avez une entité passive, c'est l'animal, qui reçoit des coups de bâton, et une entité active, c'est l'homme. L'animal est battu. Sous-entendu, c'est l'homme qui agit et c'est l'animal qui est inactif. Mais en réalité, l'animal qui reçoit des coups de bâton, pour lui, ça lui fait quelque chose. Il réagit, il ressent, il réagit. Donc comment écrire, au lieu de dire l'animal est battu, comment trouver les mots pour être bien du côté des animaux? Ça, c'est encore une autre difficulté. Alors, il y a des artifices que j'ai essayé dans ce livre, des tournures de phrases qu'on peut adopter. Et le but, c'est pas évidemment de se faire taureau. Le but, c'est essayer de montrer aux hommes que, avec une écriture particulière, eh bien, on est dans un monde particulier. Qu'un taureau, c'est pas un homme, un chien, c'est pas un homme, etc. Oui, et donc, vous écrivez « Il se sent battu ». Alors, dans ces cas-là, par exemple, il se voit ou il se sent battu. Tout à fait. Excusez-moi de couper un petit peu votre intervention. J'ai ici une représentante de Forum qui doit vous amener des livres pour proposer à la dédicace. Donc j'en profite si vous voulez les donner, parce qu'elle doit repartir fermer la librairie. Et puis j'en profiterai pour poser une question après. Alors, oui, on s'est demandé si
Donc peut-être, s'il y en a éventuellement qui sont intéressés, peut-être d'acheter le livre sur le côté, on peut continuer avec les autres la discussion, et puis je vous les dédicacerai après, de manière à ne pas s'arrêter maintenant s'il y a encore des questions, je veux dire. S'il n'y a plus de questions, on s'arrête. Alors moi, personnellement, j'en ai tout un tas. J'en ai une toute petite par rapport au début de votre intervention. Est-ce que ça ne serait pas le chat qui aurait domestiqué l'homme au départ ? Puis deuxième question plus philosophique et plus importante, que pensez-vous de la limite ? Alors vous avez bien expliqué la place de l'homme dans l'arbre de l'ensemble des animaux, mais que pensez-vous de la limite qu'il y a au niveau de l'intelligence entre l'intelligence humaine et l'intelligence animale, que ce soit émotif ou intelligence pure ? Et puis j'irai plus loin avec le monde végétal aussi, que souvent on oublie et qui lui-même a sa place dans un arbre général. Alors, au niveau de l'intelligence, il faut surtout éviter d'opposer intelligence humaine et intelligence animale. C'est intelligence de l'homme, intelligence du cheval, intelligence du chien, du chat, etc., etc. Alors, en fait, maintenant, les éthologues se rendent compte que, deuxième chose qu'il faut éviter, il ne faut surtout pas mesurer l'intelligence avec une définition humaine de l'intelligence. Si on donne à l'intelligence une définition décalquée de l'homme, évidemment, on va aller voir le cochon, il n'aura pas la même intelligence que nous, on va dire qu'il n'est pas intelligent. On va aller voir tel ou tel animal, on va dire qu'il n'est pas intelligent parce qu'il n'a pas l'intelligence humaine. Donc en fait, ça maintenant les éthologues sont en train de le faire, il faut monter les concepts en abstraction, il faut arriver à des définitions plus larges de l'intelligence, de la douleur, de la joie, de l'émotion, etc. Et avec ces définitions plus larges, on peut ensuite les décliner par espèce. Et donc, l'intelligence du chien, elle est d'une certaine manière. L'intelligence de l'homme, elle est d'une certaine manière. En réalité, les éthologues maintenant disent que toutes les espèces sont intelligentes parce que l'intelligence, c'est la capacité de s'adapter à son environnement. Et une espèce qui ne sait pas s'adapter à son environnement, elle meurt, elle disparaît. Donc en fait, l'intelligence, c'est ça. Donc vous voyez, c'est pas du tout l'intelligence, c'est pas le je pense donc je suis de Descartes, selon la définition humaine. Vous avez dans les années 50 un psychologue qui a écrit un petit que sais-je qui s'appelle la psychologie animale. Et toute la première partie commence par dire définissons les concepts. Alors il définit la raison, l'intelligence, la peur, les émotions, etc. Et on voit très bien, il ne s'en rend même pas compte, qu'il définit ça selon les critères humains. Parce qu'il a dans la tête l'image de la nature sous la forme d'une pyramide avec l'homme à sa tête. Donc l'intelligence la plus aboutie, c'est l'intelligence humaine. Donc on définit l'intelligence selon l'homme. Donc ça, c'est sa première partie. Deuxième partie, pose la question... Est-ce qu'on retrouve ça chez les animaux ? Non. Il conclut non. Donc les animaux ne sont pas intelligents, n'ont pas d'émotions, etc. Il n'y avait pas besoin d'écrire un livre pour arriver à ça. Et on voit bien que là, il fait ce qu'on appelle de l'anthropocentrisme. Il pense l'homme au centre du monde, alors que l'homme n'est pas au centre du monde. Donc, en fait, il faut faire aussi ce travail de détachement par rapport à ces définitions. Il faut reconnaître, finalement, c'est la notion de richesse. Chaque espèce a sa richesse, chaque espèce a ses intérêts, et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Et non pas tout ramener à soi en disant c'est pas intéressant parce que c'est pas comme moi. Finalement, c'est un peu ça qu'on a fait pendant très longtemps. Alors, c'est à la suite de ce que vous disiez, est-ce que maintenant on ne fait pas le contraire avec une certaine disneylisation des animaux ? Tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil, et c'est tous des copains. Oui, alors évidemment, il faut faire attention à ne pas faire ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire à transformer les animaux en hommes. Bien sûr, c'est un danger qu'il faut évidemment éviter, que les éthologues essayent d'éviter, qu'on essaye d'éviter, nous, par exemple, historiens, dans ce livre. C'est un danger. Il faut éviter à la fois l'anthropocentrisme et l'anthropomorphisme. C'est-à-dire de ne pas croire que l'homme est au centre de tout
et ne pas non plus l'anthropomorphisme, c'est-à-dire ne pas humaniser les animaux. Chaque espèce est spécifique, chaque espèce a son originalité, sa richesse, etc. C'est ça qu'il faut faire. Alors évidemment, Disney, les dessins animés, les bandes dessinées, Milou, ce sont des productions qu'on fait beaucoup pour, pour que les hommes se comportent mieux en Occident. Hein, les gens qui ont lu Tintin et Milou et qui ont eu un chien, qui ont voulu que leur chien soit Milou, ils ne se sont pas comportés comme dans les fermes du 19e siècle, hein, où on tapait volontiers son chien. Donc ça a eu un impact. Mais je dirais que cette production-là, elle a servi à une certaine reconnaissance des animaux, mais elle n'a pas servi à la connaissance des animaux. Hein, parce qu'évidemment, si vous lisez Cadichon, les mémoires de la comtesse de Ségur, les mémoires d'un âne, l'âne qui parle, c'est pas un âne. On apprend des choses sur la condition de vie des ânes au milieu du 19e siècle dans les mémoires d'un âne de la comtesse de Ségur. Mais on n'apprend rien de ce que c'est qu'un âne, puisqu'elle l'humanise totalement. Il n'empêche que ça a fait beaucoup pour une certaine reconnaissance des animaux. Mais il faut dépasser ça. Là, vous avez évidemment tout à fait raison. Question suivante. Est-ce que quelqu'un... Alors, moi j'ai une question. Dans votre livre, parfois vous démystifiez un petit peu certaines choses. Bon, on a parlé tout à l'heure de Manolété. Il y a aussi l'ânesse d'Augustine, je crois, de Modestine. De Stevenson. Bon, on s'aperçoit qu'il en a fait un récit de son périple en France, dans lequel il minimise les mauvais traitements qu'il avait fait subir à son ânesse. Mais au lieu de reprendre son livre, vous avez pris son journal, donc le récit de base, et il y a une très grande différence entre les deux. Est-ce que vous n'avez pas eu des petits soucis avec certaines personnes quand... Pas encore. Alors c'est vrai que c'est très intéressant, Stevenson. Hein. Vous devez connaître Le voyage avec un âne dans les Cévennes. C'est pas très loin d'ici, hein, puisqu'il parle du monastier sur Gazeille. On voit très bien, il achète son âne auprès d'un colporteur qui avait un petit âne. Les ânes de l'époque dans le Massif central, ce sont des ânes tout petits. Hein, j'ai trouvé ça dans les traités de zoologie. C'est des ânes qui ressemblent à des chiens. D'ailleurs, Stevenson le dit lui-même. En hauteur, ils font entre 60 cm et 1 mètre au garrot. Hein, c'est parce que tout simplement, on leur donne peu à manger. Hein, c'est une forme de rachitisme. Et ils servent surtout à porter des bas sur les chemins, dans les Cévennes, etc. Donc il l'achète, mais elle n'est pas habituée c'est pas un âne batté, elle est habituée à tirer une petite charrette, puisqu'elle est aux mains d'un colporteur qui va vendre dans les fermes autour du monastier, et puis qui s'arrête très volontiers dans les fermes. Hein. Il est connu, ce colporteur, pour être penché sur la bouteille, donc il s'arrête, l'âne a le temps de se reposer, etc. Donc il l'achète, mais il l'achète, lui, pour marcher le plus vite possible. Lui, c'est un peu le marcheur de nos jours. Il y en a très peu à l'époque. Hein. Il fait ça par amour sportif. Il veut marcher vite, se mettre en question physiquement. Et l'ânesse, elle sait pas ce que c'est qu'un bas. Donc elle est perturbée par ça et elle n'a jamais appris à marcher autant et aussi vite. Et donc tout de suite, Stevenson se retrouve devant cette ânesse qui n'arrive pas à marcher aussi vite, et lui très vite va croire qu'elle est de mauvaise volonté. Alors il ne connaît pas les ânes, il n'y a pas d'âne en Angleterre. Hein. Et donc il va rencontrer des paysans qui vont lui faire croire que l'âne se moque de lui. Hein, et qu'en fait, elle pourrait aller, Modestine pourrait aller beaucoup plus vite. Et donc, les paysans vont lui montrer comment manier l'aiguillon, etc., etc. Et il va y aller dardard. Et il va y aller beaucoup plus fort que ne le feraient les paysans qui lui ont enseigné les choses. Ce qui fait que Modestine souffre beaucoup au bout ça dure à peu près 12-15 jours. J'ai oublié le nombre de jours exacts. Il l'a fait consulter non pas par un vétérinaire, il n'y en a pas, mais par un palefrenier. Et le palefrenier dit qu'elle en a pour 2 mois de convalescence. Donc elle arrive hors service.
Alors il a écrit un journal de route où on trouve beaucoup de choses. Et puis de ce journal de route, il a écrit le voyage dans les Cévennes. Et en fait, il a expurgé dans le voyage dans les Cévennes, il a minimisé une partie des mauvais traitements. Par exemple, les 2 mois de convalescence, il transforme ça en 2 jours. Ce qui évidemment change tout. Hein. Et puis il raconte, si vous avez lu les voyages dans les Cévennes, à la fin, il raconte que dans la diligence, il a la larme émue à l'idée de se séparer de Modestine. En fait, il est bien content de la vendre parce qu'il en a marre de l'âne. Hein. Et donc mais on trouve des choses qui sont dans le journal et qui ne sont pas dans le voyage, et inversement, des choses qui sont dans le voyage et qui ne sont pas dans le journal. Donc il faut croiser les deux. Donc j'ai utilisé ça, j'ai utilisé les cartes topographiques, j'ai utilisé les manuels de tourisme des années 1870-1880, où l'on trouve des descriptions de l'agriculture, des villages de l'époque qu'ils traversent. Donc je sais par exemple à tel endroit, dans telle vallée, à l'époque on cultivait ça, ça ou ça. On utilisait des vaches ou des chevaux. Donc on peut reconstituer un environnement. On peut à la fois un environnement végétal et un environnement animal et un environnement humain. Et donc se demander par quoi Modestine est-elle passée. Pas simplement l'effort physique, mais aussi l'environnement. Et avec des choses, et là aussi des cas d'incompréhension. Par exemple, Modestine, chaque fois qu'elle arrive dans un village, elle sent les étables, elle veut rentrer. Parce qu'elle en a marre de marcher et de porter des... Et puis, à une de ces étapes, Stevenson arrive au monastère, je suis en train d'oublier le nom, Notre-Dame des Neiges, merci. Et alors, bizarrement, Modestine ne veut pas rentrer. Hein, alors que partout ailleurs, elle veut rentrer, là, elle ne veut pas rentrer. Et Stevenson ne comprend pas, il ne la comprend pas, enfin, il croit la comprendre, il est tout content, il dit, tiens, ça doit être une ânesse anti-catholique. Lui, il est calviniste, hein, il est protestant. Alors ça lui fait plaisir, ça le réconcilie avec Modestine parce qu'elle ne veut pas rentrer dans un monastère. En fait, c'est pas du tout ça. C'est que quand on regarde le plan du monastère de l'époque, les étables, les écuries sont loin de l'entrée. Et donc Modestine n'a pas senti l'écurie, n'a pas senti l'étable. En même temps, c'est un jour où il fait très beau et il décrit l'entrée du monastère. C'est un grand mur blanc avec la porte qui est ouverte, donc une porte noire. Et comme beaucoup d'animaux, comme les chevaux, comme les ânes, etc., dans des cas comme ça, l'animal ne veut pas rentrer dans le noir. Il est ébloui par les façades blanches, mais le noir est un tel contraste qu'il a l'impression qu'on l'emmène dans un piège. Donc il ne veut pas rentrer. C'est un peu comme nous lorsqu'on conduit tard le soir, ou le matin, que vous avez fait phénomène de changement entre des parties de la route très éclairées et puis d'autres parties très sombres. Le contre-jour. On ne voit plus rien. Qu'est-ce qu'on a tendance à faire? C'est freiner. Ben, c'est ce que fait Modestine. Et donc elle agit d'une manière tout à fait rationnelle de son côté, mais lui, il ne la comprend pas. Alors bon, ça va, il est content d'elle puisqu'il pense qu'elle est anticléricale et anticatholique, mais il aurait pu très bien, au contraire, être mécontent et la battre, hein, tout simplement parce que là, il ne connaît pas les ânes et il n'a pas non plus trop envie, contrairement à ce qu'il dit dans le voyage officiel, pardon, il n'a pas trop envie de la comprendre non plus.